Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va faire notre webinaire aujourd'hui sur l'actualité sociale du premier semestre 2023. Pour certains qui nous suivent déjà depuis un petit moment, on fait en fait toute l'année, on fait 2 webinaires sur l'actualité sociale, un au premier semestre et un au deuxième semestre. Donc, du coup, on va co-animer ce webinaire avec Alexandra. Donc, moi, je suis Aurélie du service juridique. Certaines me connaissent. Et moi, c'est Alexandra Mafussi, donc aussi service juridique. Donc aujourd'hui, on va aborder les sujets suivants. Donc la présomption d'émission en cas d'abandon de poste. Il y a le décret qui est sorti, donc on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il en est sur ce sujet. La réforme des retraites, on va faire un point rapide sur l'âge légal et les carrières longues. Ensuite, on va vous parler du passeport prévention. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en tout cas, on va vous expliquer un petit peu ce qui va arriver sur le sujet. Au niveau de la rupture conventionnelle, on va vous parler de 2 points importants sur la remise de la convention aux salariés et un point sur la modification du forfait social à partir du 1er septembre 2023. Ensuite, on parlera rapidement des apprentis, notamment du congé pour examen, puisque c'est la période, et du nouveau CERFA. On fera un petit rappel sur les congés d'été et les rappels des règles. Ensuite, on vous donnera les dernières recommandations sur la chaleur et canicule avec l'été à venir. On parlera aussi de la prime d'arrivée, accident du travail mortel et de l'obligation d'information à l'inspection du travail dans les 12 heures. Vous allez voir, on va vous expliquer. Ensuite, on finira avec un point plus paye et social au niveau des nouvelles mentions sur le bulletin de paye au 1er juillet 2023. Et ensuite, un rappel de l'augmentation du SMIC et les derniers idées en cours. Voilà. On va commencer avec la première partie sur la présomption de démission en cas d'abandon de poste. Alors, on en avait un peu parlé au dernier webinaire, il me semble, puisqu'on avait eu la loi, mais pas le décret. Donc, on vous avait un petit peu expliqué l'idée du texte. Aujourd'hui, on a la loi plus le décret, donc c'est entré en vigueur. Donc, on vous a mis toutes les sources, en fait, sur le support. Le décret, il date du 17 avril et il a été publié le 18 avril. Donc, en gros, la loi, elle s'applique depuis cette date, puisqu'on a tous les éléments qui ont été définis par le décret. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, en gros, l'abandon de poste aujourd'hui ne permettra plus aux salariés d'avoir droit au chômage. Pourquoi? Parce que le salarié sera présumé avoir abandonné volontairement son poste dès lors qu'il ne reprendra pas le travail après une mise en demeure de justifier son absence par lettre recommandée dans un délai qui sera fixé par l'employeur. Et le décret nous dit que ce délai devra être de minimum 15 jours à compter de la première présentation de la lettre. Alors, pour que ce soit plus concret, on vous a mis un exemple de lettre. On va juste sur le slide après. De toute façon, si vous avez le cas, vous viendrez auprès de notre service juridique. Mais en gros, si demain, vous avez un salarié qui ne se présente plus au travail, il faudra commencer par lui envoyer une mise en demeure classique de justifier son absence. Et si vous n'avez pas de retour, il faudra lui envoyer ce modèle de lettre-là. Ce modèle de lettre-là, il lui dit qu'il n'a pas répondu à notre premier courrier, qu'on lui laisse 15 jours calendaires pour revenir vers nous et nous répondre, et qu'à défaut, il est présumé être démissionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'issue de ces 15 jours, s'il ne nous a pas répondu, va démarrer son préavis de démission. Donc, préavis de démission, on vous a remis les détails dans le tableau ici. Vous voyez, pour les ouvriers, on est généralement sur un préavis de 2 semaines. Pour les États, on est plus sur 1 à 2 mois. Et bien sûr, s'il ne travaille pas pendant ce préavis de démission, le préavis ne sera pas indemnisé. Mais en tout cas, juridiquement, on a un premier courrier simple, cette mise en demeure qui fait démarrer dès 15 jours. Et si à l'issue des 15 jours, on n'a pas de réponse juridiquement, on devra attendre le délai de la démission. Donc, pour les ouvriers, généralement, ça va être à nouveau 15 jours. Et si à l'issue de tous ces délais-là, on n'a pas eu de retour, etc., du coup, on pourra établir les documents de fin de sortie du salarié, donc de fin de contrat, qui seront basés sur la démission. Donc, on devra bien renseigner dans l'attestation Pôle emploi, du coup, la démission du salarié. Et de ce fait, il n'aura plus droit au chômage. Voilà concrètement, en fait, comment ça va se passer. Donc, on vous a remis un petit peu des éléments complémentaires dans le support. Donc, le salarié sera présumé démissionnaire, ça, je vous l'ai dit. Ce délai de 15 jours, c'est un délai minimum qui est imposé par le décret. Donc, on peut très bien mettre un délai de 20. Nous, on serait plutôt au service juridique, en tout cas, à s'en tenir au délai qui est fixé par le décret, au délai de 15 jours. Et il faut savoir que le salarié qui a un motif légitime d'avoir abandonné son poste pourra répondre dans le délai imparti. Donc, par exemple, il pourra vous dire que c'est pour des raisons médicales qu'il n'a pas pu justifier son absence auparavant. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, il faudra stopper la procédure. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des cas comme ça.
Dans ces situations, donc, la procédure devra être stoppée. À défaut, il sera présumé démissionnaire. Et comme je vous disais, il faudra faire ces documents de fin de contrat. Un dernier point qu'on voulait aborder par rapport à ça, pour certains qui l'avaient peut-être déjà vu, sur le sujet de la présomption de démission, on avait le ministère du Travail qui avait publié un petit question-réponse à destination des employeurs, en fait, pour vous expliquer un petit peu la mesure. Il faut noter que ce question-réponse, il a été supprimé en fait depuis le 5 juin dernier. En fait, le ministère du Travail, l'a supprimé. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit débat autour du fait que dans le question-réponse, le ministère du Travail, à la question de savoir si l'employeur avait le choix de continuer une ancienne procédure de licenciement faute grave en cas d'abandon de poste ou d'appliquer directement la nouvelle procédure, le ministère du Travail disait les employeurs n'ont pas le choix. En cas d'abandon de poste, ils sont obligés, en gros, de mettre en place la nouvelle procédure. Les propos du ministère du Travail ont suscité un petit peu des critiques de la part de la doctrine, notamment des juristes et des avocats. Il y a eu plusieurs recours qui ont été introduits devant le Conseil d'État. Donc, face à ça, le ministère du Travail a décidé de supprimer ce question-réponse, parce que comme il y a un doute juridique, donc aujourd'hui, rien n'est clair. C'est-à-dire qu'en cas d'abandon de poste, on ne sait pas trop si l'employeur il a le choix. D'un point de vue strictement juridique, nous pensons qu'il y a quand même un choix de l'employeur qui pourrait favoriser pour certains salariés une procédure pour faute grave pour qu'il ait droit au chômage. Mais on a trop peu de recul aujourd'hui au regard soit de la jurisprudence et également des retours de Pôle emploi pour savoir comment concrètement ça se passerait si un employeur décidait de mettre en même l'ancienne procédure. Hein, Alexandra, c'est vrai qu'on en a parlé toutes les deux. Et effectivement, alors, juridiquement, on ne peut se fonder de toute manière que sur le décret puisqu'il n'y a que lui qui a vraiment une valeur juridique et non pas sur le question-réponse du ministère. Donc effectivement, ça a incité, mais forcément, ça a été sujet à interprétation. Donc si on s'en tient à la lettre stricte du décret, ça laisse encore cette possibilité d'ouvrir au licenciement donc pour faute grave avec les indemnités du Pôle emploi. Cependant, on ne connaît pas encore la position du Pôle emploi officiel sur ce sujet. Et même si juridiquement, on pourrait dire qu'il y a le droit de faire cette procédure de licenciement, il n'est pas exclu que derrière, Pôle emploi décide que pour lui, c'était en fait une démission et que le salarié, finalement, n'est pas droit à ces indemnités du Pôle emploi. Donc, il y a quand même ce risque-là. En tout cas, juridiquement, pour vous, il n'y en a presque pas. La seule conséquence, c'est que malgré ce licenciement, le Pôle emploi décide quand même d'assimiler ce licenciement à une démission et que le salarié, au final, n'ait pas ses indemnités du Pôle emploi malgré le licenciement pour faute grave. Voilà, donc il y a un petit doute qui reste là-dessus. Donc du coup, on va enchaîner avec la réforme des retraites, la fameuse, parce qu'effectivement, je pense que tout le monde en a entendu parler de tous les côtés. Alors effectivement, la principale information donc, de cette loi et des décrets donc, qui sont enfin sortis, donc, notamment début juin, puisque la loi, la réforme des retraites est intervenue dans le cadre de la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale et les décrets sont apparus, donc ont été publiés début juin. Donc la principale information donc, et modification de cette loi et de ce décret, c'est l'augmentation progressive de l'âge légal de départ à la retraite qui aujourd'hui est fixé à 62 ans et l'idée c'est de le faire monter donc progressivement pour finalement atteindre l'âge légal à 64 ans en 2030. Alors, ça va être progressif et ça va commencer à partir du 1er septembre. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, il y a l'âge légal qui va augmenter de quelques mois. Alors, il y a quand même des dispositions particulières qui s'appliquent et on voulait vraiment insister sur ces dispositions particulières puisque c'est celles qui vous concernent un petit peu plus particulièrement. Notamment, c'est pour les salariés qui ont commencé leur activité avant l'âge de 20 ans. Qui est le cas pour beaucoup d'entre vous, puisque notamment dans le cadre d'apprentissage et autres, effectivement, les artisans ont tendance à commencer bien avant 20 ans. Donc, dans ce cas-là, la date de l'âge départ à la retraite va dépendre de votre année de naissance. Donc, on vous a remis les dates donc, dans le support. Mais voilà, en grosso modo, il y a trois dates à prendre en considération. Soit vous êtes né entre le 1er septembre 61 et le 31 août 63 inclus. Dans ce cas-là, l'âge sera abaissé à 60 ans, puisqu'effectivement, comme vous avez commencé tôt, l'idée, c'est d'abaisser l'âge de départ et de pouvoir partir un petit peu plus tôt. Pour ceux qui sont nés à partir du 1er septembre 63 jusqu'au 31 décembre 68 inclus, dans ce cas-là, l'âge de départ légal sera minoré de 2 ans et 6 mois. Donc, en gros, vous gagnerez donc 2 ans et 6 mois sur l'âge légal donc de départ à la retraite. Et pour tous ceux ensuite qui sont nés en 69,
l'âge sera fixé donc à 61 ans et 9 mois. Donc voilà, ça c'est vraiment pour ces dispositions particulières. Et il y a d'autres dispositions qui également vous concernent. Alors là, effectivement, c'est encore particulier puisque c'est ce qu'on appelle les dispositifs, entre guillemets, carrière longue. Et là, ça vous concerne vraiment encore plus particulièrement. Et là, effectivement, c'est un combat qu'a mené la CAPEB et qu'elle a obtenu donc vis-à-vis du gouvernement de favoriser justement ces carrières longues, puisque le dispositif, normalement, initialement, prévoyait que ces carrières longues étaient favorisées, en tout cas en ce qui concerne l'âge de départ, mais il y avait quand même ce contrebalancement avec les annuités qui du coup étaient quand même augmentées. Donc au final, les salariés y perdaient. Donc la CAPEB est montée au créneau et finalement, on a réussi à obtenir un dispositif qui était plus avantageux pour les salariés qui bénéficient des carrières longues. Donc ça, c'est en ce qui concerne les assurés qui justifient de la durée d'assurance cotisée requise pourront bénéficier donc de ce qu'on appelle la retraite anticipée. Et dans ce cas-là, le décret précise donc les bornes d'âge. Donc, effectivement, par exemple, la borne d'âge est de 58 ans pour ceux qui ont commencé avant l'âge de 16 ans, 60 ans pour ceux qui ont commencé avant l'âge de 18, 62 pour ceux qui ont commencé avant l'âge de 20 ans, et enfin 63 pour ceux qui ont commencé avant l'âge de 21 ans, puisqu'on considère que c'est entre 14, 15 et 21 ans que les carrières longues sont caractérisées, puisque après, on considère qu'on n'est plus du tout dans le dispositif des carrières longues et qu'on rentre un petit peu dans le processus, entre guillemets, classique, donc des carrières et des retraites, et donc des durées de cotisation et de l'âge légal. Alors, le prochain point dont on voulait vous parler, c'est le passeport prévention. Alors, je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de ça, mais comme vous allez bientôt en entendre parler, on préférait vous prévenir. Alors, c'est quoi ce passeport prévention? Il a été créé, on vous a remis la loi avec la loi du 2 août 2020. L'objectif, c'est de recenser les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail. En fait, le but, c'est d'améliorer la traçabilité des formations. En gros, l'idée, c'est de pouvoir suivre, de pouvoir avoir un visu en fait, dans le temps de toutes les formations à la santé et sécurité qu'un travailleur aura pu suivre au cours de sa carrière. Donc, dans le bâtiment, on va quand même être concerné, puisque c'est vrai qu'avec toutes les formations type échafaudage, ST, travail à hauteur, le salarié suit beaucoup de formations au niveau de la santé et sécurité. Et donc, c'est une mesure de passeport prévention qui va vraiment vous concerner. Alors, elle a été mise en œuvre avec la loi, mais aussi le décret. Le décret, on vous a mis la référence du 29 décembre 2022, donc il est paru la fin de l'année dernière. Et ce décret, il a précisé les contours de ce nouvel outil. Alors, du coup, comment ça va se passer concrètement? Déjà, c'est le travailleur qui va gérer à la base son passeport. Et c'est lui qui va décider des choses, des droits en fait, qu'il va accorder à son employeur, de ce qu'il va rendre communicable de ce passeport à son employeur. Il va avoir en fait un espace, on vous a mis le lien vers le site. Pour aller plus loin, c'est celui tout en bas, passeport prévention, travail-emploi.gouv.fr. C'est là où les travailleurs vont pouvoir aller et créer leur passeport prévention. Pour l'instant, c'est une version simplifiée de ce passeport, puisque c'est en train de se mettre en place, mais ils peuvent déjà y aller. Et ils vont décider des droits qu'ils vont donner aux employeurs. Par la suite, je vais vous expliquer après le calendrier, l'employeur va venir renseigner les formations en santé et sécurité qu'il va dispenser à ses salariés dans l'espace. Donc, ce sera à vous d'aller remplir dans l'espace les formations qui seront dispensées par vos soins aux salariés. À savoir qu'en parallèle, les organismes de formation devront aussi venir alimenter ce passeport de formation pour les formations qu'eux, ils vont assurer. Donc, vous, ça va être que les formations que vous allez dispenser vous-même en propre dans l'entreprise, puisque les organismes de formation vont aller eux-mêmes alimenter ce compte. Donc, l'alimentation du compte, bien sûr, ça va concerner que les formations qui seront disposées, qui seront les nouvelles formations, en gros, à partir de 2024, vous allez voir. À ce jour, vous n'allez pas devoir reprendre tout l'historique en fait, des formations sur 10 ans et devoir les mettre. Vous voyez, ça sera qu'à partir de l'entrée en vigueur du dispositif que vous devrez rentrer ces formations. Et justement, à partir de quand ça rentre en place, ce dispositif-là, je vous ai remis le calendrier qui est aussi en ligne sur le site du ministère du Travail. Mais en gros, vous voyez, suite à l'issue du décret, depuis le 30 mai 2023, en gros, les travailleurs ils peuvent aller ouvrir leur passeport en fait, sur le site. Et vous, employeur, ça sera à compter de 2024 que vous aurez des droits normalement sur ce site et que vous devrez aller déclarer les données. Vous, employeur, mais aussi les organismes de formation. Et du coup, à cette même date, en 2024,
vous pourrez éventuellement aussi consulter les passeports prévention de vos salariés. Je dis éventuellement parce qu'il y aura des droits limités ou non en fonction de ce qu'ils vous auront accordé. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, vous, votre obligation, ça sera de renseigner les formations que vous dispensez à vos salariés sur ces comptes, sur ces passeports pour prévention, pardon. Ça sera à partir de l'année prochaine. Mais on voulait quand même vous aborder un petit peu le sujet avec vous. Sachant que pour l'instant, on n'a que l'année, donc je pense que les dates effectives arriveront normalement d'ici la fin de l'année, on espère. C'est ça, je pense que le ministère est resté un petit peu flou pour l'instant sur uniquement les années. Donc voilà, on sait que ça va arriver l'année prochaine, on ne sait pas exactement à quelle date, en tout cas cette obligation. On refera certainement un point quand on aura plus de détails. Alors, nous allons passer à la rupture conventionnelle. Alors, c'est un dispositif que normalement, vous devez connaître. Simplement, il y a deux modifications principales. Alors, il y en a une qui n'est pas vraiment une modification, mais c'est un arrêt de jurisprudence de la Cour de cassation qui est sorti là le 10 mai 2023 et qui met quand même le point sur l'obligation de remettre l'exemplaire du formulaire à votre salarié à l'occasion de la signature de la rupture. Vous savez, dans le cadre de la rupture conventionnelle, il y a au moins un entretien obligatoire et normalement, c'est lors de cet entretien qui est signé donc la rupture avec ce fameux formulaire CERFA que vous signez avec votre salarié. Et bien, vous devez absolument remettre une copie de ce formulaire à votre salarié puisque ce formulaire va prouver, entre guillemets, le consentement du salarié et surtout prouver que ce consentement était libre en lui permettant d'exercer son droit de rétractation puisque c'est sur ce formulaire qui est mentionné donc l'exercice du droit de rétractation et surtout le délai avec la date jusqu'à laquelle il a le droit de se rétracter. Alors ça, c'était normalement connu, il n'y avait pas beaucoup de grosses innovations. Simplement, cette jurisprudence est venue indiquer que si l'employeur ne prouvait pas qu'il avait bien remis ce formulaire, et bien dans ce cas-là, la rupture conventionnelle, dans son intégralité, était considérée comme nulle. Et donc, ça peut avoir quand même certaines conséquences, puisque notamment, si la rupture est nulle, ben dans ce cas-là, ça veut dire aussi réintégrer le salarié ou éventuellement repartir sur une nouvelle procédure. Et donc, dans ce cas-là, ça peut un petit peu être lourd et fastidieux. Donc voilà, bien attirer l'attention sur le fait que à la sortie de l'entretien, le formulaire est signé par les deux parties. On fait 2 exemplaires à minima, un pour l'employeur et un pour le salarié, et que le salarié reparte bien de l'entretien avec son formulaire signé. Voilà, ça c'est vraiment très important. Et puis la deuxième, alors là pour le coup c'est vraiment innovation, et qui sera à partir du 1er septembre. Alors là, c'est une innovation, mais c'est surtout en fait par rapport au forfait social. Vous savez, l'indemnité de rupture conventionnelle, donc, qui ne peut être inférieure au montant de l'indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s'il avait été licencié. Donc c'est un montant brut, mais sur lequel il faut rajouter une contribution. Donc un forfait social qui donc est de 20% par rapport au montant de cette indemnité. Ce forfait social, à partir du 1er septembre, va être remplacé par ce qu'on appelle une contribution patronale unique qui, elle, sera de 30%. Donc, ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, une rupture conventionnelle, à partir du 1er septembre, va vous coûter plus cher par rapport au forfait social. C'est-à-dire que le salarié, effectivement, le forfait social passera de 20 à 30%. Alors, l'objectif, c'était parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'entreprises qui faisaient appel à la rupture conventionnelle pour des salariés qui étaient assez proches de la retraite en âge. Et effectivement, l'indemnité de mise au départ à la retraite, de mise à la retraite, bénéficiait, en tout cas, son dispositif bénéficiait d'un forfait qui était, lui, de 50%. Et donc, ça coûtait extrêmement cher à l'entreprise. Et pour éviter de payer ces 50%, les entreprises, du coup, appliquaient la procédure de rupture conventionnelle, puisque le forfait était de 20%. Et donc, forcément, ça faisait des ruptures conventionnelles, un nombre très important, alors que les salariés auraient pu bénéficier du dispositif de mise à la retraite. Et donc, pour éviter d'avoir cette explosion, entre guillemets, de rupture conventionnelle pour des salariés âgés, puisque concrètement, c'est ça qui se passait, le gouvernement a décidé donc d'aligner les 2 dispositifs. Et donc, quel que soit l'âge du salarié et quelle que soit la situation, et du coup, il y aura une contribution patronale unique qui sera de 30%, que ce soit pour une rupture conventionnelle, donc classique, individuelle, quel que soit l'âge du salarié, et pour la mise à la retraite, dans ce cas-là, c'est un forfait de 30% pour tout le monde. Mise à la retraite, pour rappel, du coup, c'est à 70 ans. C'est-à-dire que c'est l'employeur à 70 ans qui peut dire, en fait, je vous mets à la retraite. Du coup, c'est pas un départ volontaire à la retraite du salarié. L'entreprise. C'est vraiment l'entreprise. Je vous mets à la retraite. Voilà, à partir de 70 ans, pas avant, vous pouvez mettre à la retraite votre salarié. Donc, c'est vraiment une mise à la retraite. Voilà, c'est ça. C'est pas un départ volontaire. C'est vous qui dites, à partir de 70 ans, je ne
je peux décider de ne plus vous garder et de vous mettre à la retraite puisque vous bénéficiez dans tous les cas de toutes les conditions pour pouvoir donc liquider son régime de retraite. Alors, il y a aussi les apprentis. Alors, je vais juste faire d'abord un petit rappel sur le congé examen, puisqu'on est en plein dedans, si vous avez des apprentis. Alors, pour rappel, pour la préparation des examens, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire qui est donc de 5 jours ouvrables, qui doivent être pris dans le mois qui précède donc ces fameux examens. Alors, c'est une obligation légale, vous ne pouvez pas vous y opposer, vous ne pouvez pas faire travailler l'apprenti dans l'entreprise pendant cette période-là, donc de ces 5 jours ouvrables. Par contre, j'attire votre attention, c'est un congé supplémentaire, donc il ne se substitue pas au congé auquel l'apprenti a d'ores et déjà droit, notamment via la caisse. Donc ça veut dire que ces congés, ces 5 jours, s'ajoutent aux congés payés et donc sont rémunérés par l'employeur et non pas par la caisse, puisque c'est des congés supplémentaires. Mais c'est des congés obligatoires, vous ne pouvez pas vous y opposer. Voilà, ça c'était le petit rappel, puisque normalement vous êtes, en tout cas vos apprentis sont en période d'examen ou ça arrive, donc c'est pour ça que je vais faire cette petite piqûre de rappel. Et la deuxième chose qui concerne les apprentis, c'est qu'il y a un nouveau formulaire concernant le contrat d'apprentissage en lui-même, qui est sorti avec une nouvelle notice, donc qui était paru le 20 avril donc 2023. Donc c'est un nouveau formulaire, donc on vous met également dans le support. Alors, ça ne change pas véritablement les choses pour vous. Simplement, il y a quand même quelques subtilités. Notamment, la première évolution, c'est dans le cadre concernant le maître d'apprentissage, puisque normalement, vous pouvez prévoir un maître d'apprentissage pour votre apprenti. Et bien, d'ores et déjà, des précisions sont apportées, notamment sur la mention du second maître d'apprentissage, qui donc se substitue automatiquement au premier en cas de défaillance. Effectivement, pour une raison X ou Y, il se peut que dans le cadre de l'exécution du contrat d'apprentissage, le maître d'apprentissage puisse changer, donc pour une raison. Dans ce cas-là, normalement, ça vous oblige à faire un avenant, puisque dans le contrat, il y a le maître d'apprentissage, par exemple, M. Dupont. Si M. Dupont ne peut plus assurer ses fonctions de maître d'apprentissage, il fallait faire un avenant en mettant, par exemple, le deuxième maître d'apprentissage, à savoir M. Martin. Et bien, la nouveauté, c'est qu'on a rajouté une case avec le second maître d'apprentissage. Donc, l'idée, c'est éventuellement, en amont, lors de la conclusion du contrat, de prévoir d'ores et déjà un second maître d'apprentissage. L'avantage, c'est qu'en cas de défaillance du premier, vous n'êtes plus obligé donc, de faire cet avenant et le second maître d'apprentissage se substituera automatiquement au premier et le contrat continuera à s'appliquer sans aucune autre formalité. Donc, effectivement, ça peut être avantageux de d'ores et déjà prévoir cette possibilité-là en amont. La deuxième évolution concernant ce nouveau formulaire, notamment concerne les compétences du maître d'apprentissage, donc qui devront faire l'objet d'une déclaration, et notamment en ce qui concerne l'emploi occupé, l'intitulé du diplôme ou du titre le plus élevé obtenu, et bien sûr, où le niveau de diplôme et le titre le plus élevé obtenu. Donc, le diplôme et le niveau de diplôme. Donc ça, effectivement, il faudra le faire apparaître sur le contrat d'apprentissage. Autre petite subtilité, dans le cadre, le contrat, dorénavant, le formulaire va comporter deux dates. Donc, il y aura la date de début de formation chez l'employeur. Donc, ça, ce sera dans le cadre employeur. Et dans le cadre formation, la date de début théorique en CFA, donc quand vont commencer les cours. Donc, ce sera beaucoup plus pratique de le faire. Par ailleurs, la notice donc de ce nouveau formulaire mentionne que désormais, l'employeur doit tenir à la disposition des autorités de contrôle les pièces permettant d'attester du respect de ces déclarations. Bien sûr, si jamais vous avez mis, par exemple, que le maître d'apprentissage avait un BP, etc., bien avoir la copie du BP pour pouvoir le donner aux autorités de contrôle en cas de contrôle. Et ce, pendant toute la durée du contrat, bien évidemment. Donc, ces déclarations sont juste matérialisées par des cases à cocher sur le formulaire, donc, ou la production donc, de ces éléments en annexe. Donc, tout est indiqué dans la notice. Les congés d'été. Alors, c'est juste un petit rappel, on en parle un petit peu tous les ans, mais bon, on préfère vous le redire, comme ça, au moins, on est sûr que tout le monde a bien l'information. Vous êtes libre de fermer l'entreprise l'été, mais il faut en amont avoir consulté vos délégués du personnel si vous en avez bien entendu. Il faut que cette fermeture, elle soit au maximum de 24 jours ouvrables. Normalement, on va être bon dans la majorité des entreprises. Et il faut avoir informé les salariés suffisamment à l'avance. Donc, en principe, il faut respecter au moins 2 mois. Et il faut utiliser une note de service. Donc, on a le modèle de note de service. Pour certains, on l'avait déjà envoyé, mais on pourra le renvoyer également à l'issue du webinaire. Si vous avez bien respecté toutes ces formalités, la fermeture s'impose à vos salariés. Ça signifie quoi? Ça veut dire que, du coup, vous allez devoir gérer donc vos salariés qui ont assez de congés, ça va. Et
se pose tous les ans, généralement, le cas des salariés qui n'ont pas acquis suffisamment de congés. Donc là, on va distinguer les salariés qui bénéficient en fait principalement de l'allocation Pôle emploi avant d'être embauchés chez vous et ceux qui n'en bénéficiaient pas. Ceux qui avaient Pôle emploi avant d'arriver chez vous, il faut informer vos salariés qu'ils peuvent faire une demande à Pôle emploi en cas de fermeture de votre entreprise et s'ils n'ont pas assez de congés, ils ont droit normalement à une aide ou en tout cas à une indemnisation de Pôle emploi dans ce cas-là. Alors c'est sous condition, hein, mais vous devez simplement vous les informer en tout cas qu'il y a cette possibilité-là pour qu'ils puissent faire la démarche eux de leur côté. Et si vos salariés ne sont pas concernés, donc ils n'avaient pas Pôle emploi avant d'arriver, bah, du coup il faudra essayer de voir avec eux la meilleure solution. Donc, on vous a mis c'est des congés payés par anticipation, des RTT, ou à défaut, malheureusement, des congés sans solde. On va passer donc à chaleur, notamment et la canicule dans le BTP, puisqu'on arrive donc dans la période d'été et forcément dans le BTP, dans 95% des cas, vous travaillez, enfin vos salariés travaillent dehors. Donc effectivement, ça peut avoir des conséquences. Alors, juste un petit rappel, effectivement, en tant qu'employeur, vous avez une obligation de veiller à la santé et la sécurité de vos salariés, et c'est une obligation de résultat, et pas seulement de moyens, donc c'est une obligation très lourde qui pèse sur vos entreprises. Donc l'idée, c'est de mettre vos salariés dans les meilleures conditions de travail, et donc d'aménager si les conditions ne sont pas suffisamment acceptables, entre guillemets, pour le salarié, notamment en cas de canicule. Alors, tout d'abord, effectivement, donc on va vous proposer quelques petits tips, notamment de fournir l'eau en quantité, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Alors en général, on dit entre 2 et 3 litres par jour par salarié. Donc ça, c'est important. Donc vraiment des bouteilles d'eau à foison dans le camion. Vous devez également fournir donc, des vêtements de protection clairs qui permettent l'évacuation de la sueur, des lunettes de protection teintées. Aménager les horaires de travail si possible, donc éviter les heures les plus chaudes, donc quitte à commencer peut-être un petit peu plus tôt le matin ou éventuellement finir un petit peu plus tard le soir. Faire éventuellement donc, des pauses supplémentaires pour permettre à vos salariés notamment de boire, etc. et de se reposer, puisque la chaleur fatigue aussi un petit peu plus vite l'organisme. Et éventuellement, si possible, affecter les salariés à des travaux sur des chantiers, soit en intérieur ou éventuellement, si possible, en atelier ou en dépôt, quand vraiment on a des pics de chaleur. Si tout ça, malgré tous ces dispositifs, vous ne pouvez pas effectivement garantir la sécurité de vos salariés, si vraiment la chaleur dépasse 40 degrés non-stop pendant plusieurs jours, dans ce cas-là, on peut éventuellement mettre en place ce dispositif d'activité partielle, notamment le chômage intempérie. Par contre, c'est vraiment du cas par cas, puisque la canicule ne fait pas partie, réglementairement parlant, des cas dans lesquels le chômage intempérie est dû. Donc là, c'est une acceptation et c'est vraiment localement, géographiquement, avec les preuves météo, etc. Et dans ce cas-là, si tout n'est pas fait, à ce moment-là, on pourra éventuellement, en dernier recours, proposer ce chômage d'intempérie à vos salariés. Alors, on va passer à une prime, alors que peu d'entre vous connaissent éventuellement, en tout cas, nous, on a très peu de demandes là-dessus. C'est ce qu'on appelle la prime d'arrivée ou la Golden Hello. Alors, effectivement, l'idée de base, c'est forcément, comme tout le monde connaît la pénurie de main-d'œuvre et les difficultés de recrutement que connaît notamment le BTP. L'idée, c'est que cette prime peut inciter donc les salariés nouvelles embauchés à rejoindre l'entreprise et aussi, forcément, à y rester. Donc, c'est une prime qui est validée par la jurisprudence. La Cour de cassation a estimé qu'une telle prime était valable. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Par contre, elle obéit quand même à certaines règles et donc il faut faire quand même très attention au versement et aux conditions de versement de cette prime. L'idée, c'est que vous pouvez tout à fait prévoir une clause qui prévoit éventuellement, bien sûr, le remboursement d'une prime, donc de cette prime en cas de démission du salarié. Le remboursement et cette clause ne portent pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, à condition de remplir donc les éléments suivants, notamment que l'avantage soit distinct de la rémunération versée au salarié au titre de son activité. Ça paraît évident, mais on ne peut pas demander à ce qu'il rembourse une partie de son salaire. Ça, c'est strictement interdit. Le salaire est intouchable. Ça, de toute manière, c'est assez clair. Le remboursement a pour objectif de fidéliser le salarié pendant une durée déterminée. On ne peut pas obliger le salarié à rester ad vitam aeternam dans l'entreprise. Donc, on va considérer que à partir d'un certain délai, il ne peut plus rembourser sa prime parce que du coup, ça veut dire qu'on l'oblige à rester et là, c'est plus possible. Alors, de ce qu'on a vu, en général, c'est un délai entre 2 et 3 ans à peu près maximum. Voilà, on pense que ça restera un délai raisonnable. On ne va pas lui imposer 10 ans dans l'entreprise, mais entre 2 et 3 ans, nous sommes. Sachant que ça dépend du poste, forcément, vous avez peut-être demandé à ce qu'un chef de chantier reste un peu plus longtemps qu'un ouvrier qui a peu de qualifications, etc. Mais voilà, il faudra adapter au cas par cas, mais voilà, une durée raisonnable et que bien entendu, ce remboursement dépend de la durée non accomplie par
par le salarié. Donc, par ailleurs, le contrat de travail ne peut en aucun cas prévoir que la démission remettra en cause le droit à une rémunération qui a été versée. Donc, pareil, tout à l'heure, hein, on ne touche pas le salaire ou qui lui est dû en contrepartie de l'activité qu'il a déployée par l'employeur. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. Donc, on rembourse donc on donne la prime quand le salarié arrive, comme ça on l'embauche, on le fidélise, etc. S'il part avant un certain délai, il peut rembourser, on peut proratiser, hein, c'est-à-dire s'il part au bout d'un an, il verse une partie, un peu plus, s'il part au bout de 2 ans, un peu moins, etc., que ce soit déprogressif. Donc ça, c'est tout à fait possible. Regardez, on ne touche pas le salaire. On vous a mis un petit exemple, alors si vous voulez, on pourra vous l'envoyer, mais c'est juste pour que ce soit un peu plus parlant. Vous voyez, hein, cette prime, dans le cas où donc on explique au début la prime, et ensuite, vous voyez qu'on prévoit Monsieur Untel s'engage à rembourser le montant suivant à l'entreprise, à savoir, et voyez, vous allez préciser dans la prime, X euros en cas de départ intervenant entre, on va dire, la première année, par exemple, il y a X euros, vous voyez, donc en fait, ça sera tout précisé. Et voyez, elle est bien calée, cette clause, et voilà, ça, il faut quand même que vous sachiez que ça existe. Ça a été validé par la jurisprudence, donc on pense avec Alexandra que dans le bâtiment, c'est quelque chose. Ça peut être pas mal pour inciter vos salariés à venir, surtout que c'est qu'une prime, donc c'est entre guillemets en one shot. Et rester. Et ça peut les rester. Par contre, juste le remboursement de cette prime n'est prévu qu'en cas de démission. Pour l'instant, on n'a aucun élément de jurisprudence sur d'autres cas. Donc, pour nous, aujourd'hui, si jamais votre salarié part pour une cause de rupture autre que la démission, on déconseille très, très fortement de demander le remboursement de cette prime. Clairement, purement et simplement, on dit non. Il n'y a que dans le cas d'une démission, puisque effectivement, sinon, on n'a pas de jurisprudence et c'est un trop gros risque pour vos entreprises. Alors, on va passer sur un autre élément. Alors, un petit point là-dessus, on voulait vous en parler. Malheureusement, ça arrive parfois, en tout cas, nos services juridiques, on a des retours là-dessus. Il y a des fois des accidents de travail qui sont mortels. Tomber une échelle, ou d'un toit. Il y a une nouvelle obligation qui s'impose aux entreprises. Avec le décret en fait, du 9 juin 2023, c'est que vous devez en fait informer l'inspection du travail en cas d'accident de travail mortel au plus tard dans les 12 heures qui suivent le décès du travailleur. Donc, on a quand même voulu vous le dire parce que voilà, on ne vous le souhaite pas. En tout cas, il faut quand même avoir cette information-là. Aujourd'hui, pour rappel, en cas d'accident du travail, hein, on fait une déclaration à la CPM dans les 48 heures qui suivent le sinistre. Donc, à compter du 12 juin 2023, voilà, pour les accidents mortels, l'employeur devra informer l'inspection du travail compétente sur le lieu de survenance de l'accident. Et elle devra le faire dans les 12 heures maximum, dans les 12 heures qui suivent le décès du travailleur. Alors, pourquoi ça? On vous l'a mis un petit peu après. Juste au niveau de l'information, cette information, elle peut se faire par tout moyen. Nous, ce qu'on recommande, c'est à recommander doublé par un email, parce que en fait, le recommander, le temps qu'on l'envoie, etc., en fonction des délais postaux, ça va être dur de trouver le respect du délai de 12 heures. Donc, nous, on pense que l'email, en tout cas, il est quand même à privilégier. On vous enverra avec le webinaire, on a trouvé en fait, il y a un site avec la liste des adresses d'inspection du travail qui est vraiment bien fait au niveau de c'est l'inspection du travail qui a mis ça en place. Et en fait, vous rentrez le lieu, donc là par exemple, vous pouvez rentrer le lieu de l'accident et on vous met l'inspection du travail compétente avec ses coordonnées et son mail. Donc comme ça, vous avez toutes les infos. C'est de la géolocalisation en fait pour trouver son inspection. Il y a vraiment toutes les coordonnées. Donc on vous l'enverra parce qu'il est bien fait. Et donc cette information, on l'a fait donc recommander copie par mail, au minimum un mail, en tout cas, c'est bien dans les 12 heures. Et il faudra donc, vous voyez, expliquer le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses, les coordonnées de l'entreprise, les circonstances de l'accident, le nom, prénom, date de la victime, les témoins, etc. Donc, cette information-là, si vous ne la faites pas, il y a des nouvelles sanctions qui sont prévues. 7 500 € pour une personne morale, hein, pour une entreprise, en cas de non-déclaration dans les 12 heures. Et pourquoi, justement, cette nouvelle mesure elle a été mise en place? Elle a été justifiée par le fait que l'inspection du travail a besoin d'être informée rapidement en fait, de la survenance d'accidents pour garantir la qualité de ces procédures en interne. En bref, pour résumer, vous savez aujourd'hui que quand il y a un mort sur un chantier, généralement, il y a la gendarmerie qui vient. C'est eux qui font le relais, en fait, avec l'inspection du travail ou la CPAM. Hein, mais du coup, en fait, l'idée d'informer directement l'inspection du travail, c'est qu'elle ait l'information plus vite. Parce qu'à la suite de l'accident du travail mortel, en tout cas, il y a automatiquement
j'ai mangé le mot, mais une enquête qui est ouverte en fait de la part de l'inspection du travail. Donc voilà, l'idée c'est que ça soit plus vite, que les enquêtes elles puissent être plus rapidement menées pour aboutir à de meilleurs résultats. Donc d'où cette nouvelle obligation pour les employeurs de prévenir dans les 12 heures en cas d'accident de travail. Alors faites attention parce que forcément c'est une réaction entre guillemets à chaud, donc avec tout le côté humain que ça comporte. Quand vous faites la déclaration et qu'on vous demande de préciser les circonstances exactes de l'accident, essayez de rester assez factuel, pas remettre par exemple la cause sur le salarié en disant bah, il a refusé de mettre le harnais, ou alors il a fait exprès de tomber de l'échelle, etc. Vraiment rester purement factuel et ensuite éventuellement il y aura d'autres, voilà, éventuellement dans le cadre de l'enquête on expliquera pourquoi, mais dans la déclaration initiale rester le plus factuel possible. Voilà, il est tombé de l'échelle. Il faut essayer de rester factuel, hein, tout à fait. Alors, on va passer au bulletin de paye. Alors, à partir du 1er juillet, donc à partir de demain, clairement, vous avez une nouvelle option à faire figurer. Alors, normalement, vous inquiétez pas. Normalement, vous n'avez rien à faire. Mais on voulait quand même vous tenir informé. Vous devrez figurer dans les bulletins de paye le montant net social. Alors, normalement, ce montant net social, habituellement, il est déclaré pour que vos salariés puissent bénéficier de certains compléments de revenus, type RSA, prime d'activité, ce genre de choses. Ce montant, normalement, il correspond au revenu net après déduction, bien sûr, hein, des prélèvements obligatoires. Et il est versé, en général, il est utilisé par les CAF pour justement ces revenus complémentaires, notamment, par exemple, le RSA. À compter du 1er juillet, vous devrez mentionner ce fameux montant net social sur les bulletins de paye du salarié. Et à partir du 1er janvier 2024, il faudra non seulement les mettre sur le bulletin de paye, mais en plus les déclarer via la DSN quand vous ferez les DSN de vos salariés. Alors, pour mettre en œuvre cet affichage de ce montant net, notamment, c'est vos éditeurs de logiciels de paye qui le feront automatiquement. C'est pour ça que je dis que normalement, vous n'avez rien à faire. Juste à partir de la paye de juillet, quand même, vérifiez bien, au moins sur la première paye, qui est quand même ce montant net. Et si ça ne l'est pas, bien contacter donc soit l'éditeur du logiciel de paye ou éventuellement votre comptable, si vous avez un comptable qui fait les payes, puisque vous n'avez pas de démarche à effectuer. Donc, c'est juste voilà, montant net social qui doit apparaître sur ces bulletins de paye. Et éventuellement, voilà, comme je dis, si vous avez recours à un expert comptable, bien leur demander donc de faire le nécessaire. Alors, sachant que vous avez des outils qui sont à votre disposition, des outils d'information pour vous aider, donc pour faciliter notamment, entre autres, l'information de vos salariés, puisqu'il faut quand même informer vos salariés, puisque eux, ils vont recevoir cette fiche de paye avec ce montant, ils ne vont pas comprendre pourquoi ça apparaît. Donc, dans ce cas-là, vous avez notamment des modèles de courrier, des supports pour pouvoir expliquer à vos salariés avec une présentation du dispositif que vous pouvez expliquer soit à vos salariés en direct, soit éventuellement avec les délégués si vous en avez. Le modèle de courrier à leur remettre. Alors, on vous conseille quand même de le faire, comme ça leur explique vraiment la démarche. Un support pédagogique aussi à leur destination, comme ça, eux aussi comprendront pourquoi ça apparaît. Et un modèle éventuellement de bannière pour les supports dématérialisés si vous en avez, et la fiche pédagogique pour les gestionnaires de paye un peu plus spécifiquement. À mon avis, tout ce qui va être les courriers, etc., c'est un petit peu similaire avec ce qui s'était passé il y a quelques années dans le cadre du passage au prélèvement à la source, puisque forcément, à partir du moment où il y a une mention qui est modifiée sur le bulletin de paye, il faut quand même prévenir le salarié en lui expliquant quelle mention, pourquoi, etc., parce que sinon, les salariés ne vont pas trop bien comprendre. Et puis ça, pour le coup, il n'y a eu aucune info qui est passée. Donc, effectivement, c'est vraiment purement, entre guillemets, comptable. Donc, bien échanger. Informé, mais voilà, on voulait quand même refaire un petit point. Et on vous a mis le lien, vous verrez dans le support. En fait, vous pouvez retrouver toute cette mallette qui a été faite par le ministère et qui est très bien. Moi, je suis allée voir. Oui, il y a beaucoup de choses, c'est assez pédagogique. Et tout le monde peut s'en charger, on peut récupérer tout à fait pour l'utiliser. Alors, au niveau du SMIC et des salaires minimums, on voulait vous rappeler donc, le principe de la revalorisation du SMIC, automatique dès lors que l'index des prix à la consommation augmente d'au moins 2% depuis la précédente revalorisation du SMIC. Donc, on en a eu une récemment, puisqu'on en a eu une au 1er mai 2023. Il a été revalorisé le SMIC à 11,52 € brut de l'heure, soit un SMIC de 1 747,20 € brut pour 35 heures. Dans le bâtiment, du coup, ça a eu pour conséquence de revaloriser en fait les ouvriers COEF 150 et les étables niveau A, ainsi que bien sûr les apprentis et les contrats pro qui sont calés sur des pourcentages de SMIC. Donc voilà, dernière évolution. Actuellement, on voulait vous prévenir que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, des négociations sont en cours pour réévaluer les salaires. Il y aurait une augmentation qui serait peut-être, alors on vous informera dès que ça sera officiel, pour l'instant ça ne l'est pas, les accords sont ouverts à la signature mais ce n'est pas officiel. Dans le mois de juillet, on devrait avoir l'information officielle sur cette nouvelle augmentation des salaires
qui serait applicable rétroactivement au 1er juillet 2023 et qui impacterait du coup de mémoire les 3 premiers niveaux d'ouvriers. Voilà, les 3 premiers niveaux d'ouvriers, donc les COEF 150, 170 et 185, et les niveaux A et B des États. Voilà, c'est une petite info de dernière minute qu'on a eue vraiment hier. Donc, on voulait quand même vous prévenir, comme ça vous êtes au courant. On va recommuniquer là-dessus en juillet, mais une nouvelle hausse est à prévoir du coup au niveau des salaires. Et cette hausse, ce ne sera pas celle du SMIC, mais ce sera celle de la négociation régionale qui se fait sur les salaires. Et on a aussi les indemnités de petits déplacements donc, qui ont été donc, avec les accords. Alors, contrairement aux salaires qui sont négociés au niveau régional, les indemnités de petits déplacements sont négociées. Alors, en ce qui concerne l'Auvergne, effectivement, l'Auvergne les négocie pour tous ses adhérents, donc tous les départements de l'Auvergne, donc Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Et sinon, au niveau Rhône-Alpes, ils sont négociés au niveau départemental. Donc, on vous a mis les derniers accords. Donc, 15 mars 2023 pour l'Auvergne, 12 décembre 2022 et 19 décembre 2022 pour l'Isère et la Loire. Et on vous a donc remis les tableaux avec les montants en fonction des départements, puisque ces montants dépendent donc de vos sièges sociaux, donc des entreprises. Donc voilà, vous avez tous les montants des IPD. Alors, normalement, les IPD, eux, contrairement au salaire, en général, sont valorisés qu'une seule fois par an en fin d'année. Donc, normalement, ce site ne devrait pas bouger jusqu'en janvier. Merci. Merci à tout le monde.